Ça semble simple comme ça, mais j'imagine que tous les accords ne se ressemblent pas. Est-ce qu'il y a des grandes familles de contrats qui fonctionnent différemment ou... Absolument. Et les classer, ça aide beaucoup à comprendre quelles règles spécifiques vont s'appliquer. Alors, une distinction vraiment fondamentale, c'est celle qui oppose les contrats synallagmatiques, Synallagmatique. oui, et les contrats unilatéraux. Dans le premier cas, qui est le plus fréquent, chacun s'engage à faire quelque chose en échange de l'engagement de l'autre. Pensez à la vente. Une chose contre un prix. D'accord. Le bail, la jouissance d'un lieu contre un loyer. Chacun est à la fois créancier et débiteur de l'autre. Et unilatéral alors? Ça veut dire qu'une seule personne est engagée? C'est ça. Une seule personne a une obligation principale. Mais attention, il faut toujours l'accord des deux. L'exemple type, c'est la donation. Ah oui. Le donateur s'engage à donner, mais le donataire, celui qui reçoit, doit accepter. Donc seul le donateur a une obligation, transférer le bien, mais l'accord du donataire est indispensable pour que le contrat se forme. Je vois. Une autre distinction très importante. Contrat à titre onéreux versus contrat à titre gratuit. La différence. Onéreux, c'est quand chaque partie reçoit un avantage en contrepartie. La vente, encore une fois. La chose contre le prix. Logique. À titre gratuit, une partie donne un avantage sans rien recevoir en retour. La donation, c'est l'exemple parfait. Et ça change beaucoup de choses, notamment en termes de protection, de responsabilité. D'accord. Ça clarifie déjà pas mal la diversité des situations. Maintenant, comment ce fameux accord de volonté, comment est-ce qu'il prend forme concrètement? Comment naît un contrat? Alors le processus central, le cœur du réacteur si on veut, c'est la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Offre et acceptation. Mais avant même d'en arriver là, le droit moderne, surtout depuis la réforme de 2016, insiste beaucoup sur une phase précontractuelle importante, et notamment sur une obligation d'information. Une obligation d'informer l'autre avant même de signer, ça peut paraître un peu contre-intuitif dans une négociation où chacun essaye d'obtenir le meilleur pour soi, non? Si, mais c'est pourtant crucial, et c'est même d'ordre public, on ne peut pas l'écarter par une clause du contrat. Si vous détenez une information que vous savez déterminante pour le consentement de l'autre, Déterminante, c'est-à-dire... c'est-à-dire une info sans laquelle l'autre n'aurait pas contracté ou aurait contracté mais à des conditions très différentes, D'accord. et que cette autre partie l'ignore légitimement, soit parce qu'elle ne peut pas la découvrir facilement par elle-même, soit parce qu'elle vous fait confiance, eh bien vous devez la lui communiquer. Ça concerne les infos qui ont un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Mais attention, pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Chacun est censé faire sa propre évaluation économique. Et si on ne le fait pas? Eh bien, manquer à ce devoir, ça peut engager votre responsabilité, donc des dommages-intérêts, et même ça peut entraîner l'annulation du contrat, si on prouve que cette information cachée a vicié le consentement de l'autre. Ah oui, quand même.